Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce jeudi 22 août. Vous le savez, on célèbre en ce moment les 80 ans du débarquement de Provence. C'est donc l'occasion de se replonger dans ce moment crucial de l'histoire. Parmi les faits marquants de la libération de la Provence, en août 1944, la ville de Port-de-Bouc a joué un rôle très important dans l'avancée des troupes alliés grâce à son port, notamment alors que celui de Marseille était encore miné et encombré d'épaves de bateaux coulés par l'armée allemande. Port-de-Bouc, moins atteinte par les sabotages allemands, servira de port logistique de substitution pendant les premières semaines de la libération. Et pourtant, l'histoire l'a un peu oublié, comme nous l'explique le docteur en histoire Jérôme Croyer, responsable scientifique du musée de l'Empérie à Salon de Provence. Il est au micro de Rémi Reponti. On oublie complètement Port-de-Bouc, mais les Allemands aussi ont oublié Port-de-Bouc, tout simplement parce que les Allemands, quand ils quittent Marseille, déjà ils ne veulent pas quitter Marseille. Le 16 août, Hitler donc ordonne la retraite de la 19e armée allemande et il ordonne aux troupes qui sont en garnison à Marseille et à Toulon de résister jusqu'à la mort. Donc les Allemands qui sont à Marseille vont se rendre. Mais avant de se rendre, ils vont vraiment saccager le port parce qu'ils savent très bien qu'il ne faut pas que les Alliés récupèrent un port en eau profonde. Par contre, ils vont complètement passer à côté de Port-de-Bouc, qui est aussi un port en eau profonde. Et donc, l'armée française et l'armée américaine vont pouvoir utiliser très rapidement Port-de-Bouc pour pouvoir faire venir tout le matériel destiné donc aux troupes de la première armée et de la 7e armée américaine qui remontent la vallée du Rhône et les Alpes, mais aussi pour les troupes alliées qui ont débarqué en Normandie, qui ont beaucoup moins de renforts et de matériel à cause des ports Mulberry qui ont été détruits durant une tempête au début du mois de juin. C'est des centaines de milliers de litres d'essence, c'est des centaines, par exemple, de rations K, qui sont les rations de combat qui sont utilisées par l'armée américaine, qui sont utilisées par l'armée française aussi pour pouvoir nourrir les soldats. Ça va être aussi des jeeps préfabriqués en caisse. Ça va être des camions qui vont être livrés, ça va être des dizaines et des dizaines de blindés, et ça va être aussi l'arrivée de troupes qui seront peut-être moins, qui sont des troupes de renfort pour l'armée américaine. Ce sera aussi beaucoup d'infirmières, des médecins, en sachant que l'armée américaine, elle a besoin vraiment de ce port pour pouvoir continuer à nourrir son effort de guerre. L'exposition 1944-2024 Libération de Salon est ouverte au musée du château de l'Empérie à Salon jusqu'à la fin du mois de septembre. Profitez-en. On se penche à présent en compagnie d'un autre spécialiste sur le rôle décisif des soldats africains dans la libération de notre région. Géraud Létang, chercheur et coordinateur scientifique pour la mission des 80 ans du débarquement, l'a confirmé sur nos ondes. Ce sont eux qui ont été les plus nombreux sur les plages et ce sont eux qui également ont été le plus rapidement oubliés. Écoutez. Cette invisibilisation n'existe pas au moment des combats. Quand on regarde les témoignages des contemporains, notamment dans les deux grandes villes pour lesquelles on débarque en Provence, c'est-à-dire Marseille et Toulon, le fait de voir des soldats venus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne est quelque chose qui marque les contemporains, le fait d'être libérés par ces troupes de l'Empire colonial. Peu à peu, cette dimension invisible va venir au fur et à mesure des années parce que la France a de vrais problèmes dans l'après-guerre avec les conflits de décolonisation en Indochine puis en Algérie. Par conséquent, ce rappel de l'empire colonial, le fait que la souveraineté française ait été reconstruite depuis l'empire colonial, devient une mémoire problématique au fur et à mesure des années. Plusieurs communes du département célèbrent actuellement les 80 ans de leur libération, comme Salon aujourd'hui. À Martigues, 2 jours de festivités sont au programme. Ça démarre demain avec des visites commentées d'une expo à la Galerie de l'Histoire à l'Hôtel de Ville à 10h et 15h. Suivront dépôt de gerbes à carreaux à 17h30, cérémonie à la Couronne et animation en soirée. La commémoration se poursuit également à Port-de-Bouc, on y revient, jusqu'à lundi. Demain, rendez-vous au monument aux morts de la Lec à 18h30 et puis à 19h, place au concert gratuit sur le cours Landrivon. Ça va
Swinguer, ça promet. On poursuit ce journal avec un chapitre éducation, enseignement. Nous voici à moins de 15 jours de la rentrée scolaire. On l'évoquait dans nos précédentes éditions, de nombreuses familles ont pu bénéficier mardi de l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, qui a été revalorisée cette année. Vous en faites d'ailleurs peut-être partie. Mais pour certains parents, cette alloc reste encore insuffisante pour l'achat des fournitures, notamment dans les filières professionnelles. Julie Martin, chargée de mission pour le coût de la scolarité à la Confédération syndicale des familles, est au micro de Noria Boussena. Les filières professionnelles, il y a plusieurs choses. Alors déjà, il y a en début d'année l'achat du matériel spécifique. Donc ça, déjà, très clairement, on voit à ce niveau-là que certaines familles trop modestes vont renoncer directement ou bien se mettre en difficulté parfois pour pouvoir faire face à ces dépenses. Donc ça, c'est une chose. Et puis, la filière professionnelle, c'est aussi des établissements spécialisés disséminés parfois aux quatre coins du département et puis des dépenses de transport, parfois d'hébergement. En filière professionnelle, on a des stages aussi. Donc, il y a eu des efforts sur la rémunération des stagiaires sur cette dernière année scolaire, même s'il y a eu des couacs de versement. Donc ça, on le salue. Mais c'est vrai que globalement, par exemple, se rendre sur un lieu de stage, ça peut être des dépenses très, très importantes pour les élèves qui font qu'ils vont faire des choix différents, ne pas choisir cette filière. Et là, c'est vrai qu'on le dénonce parce que c'est là qu'on repère vraiment les inégalités entre ceux qui vont avoir les moyens puis ceux qui ne l'auront pas, quoi. Et cette année, près de 3 millions de familles sont concernées par le versement de cette allocation de rentrée scolaire dont le montant s'élève à plus de 400 € par enfant. Autre montant à retenir, plus colossal, 800 000 € en vue d'un chantier historique, celui de la Bonne Mère. C'est la somme récoltée pour les travaux de restauration dont le coût global s'élève à 2,4 millions d'euros et qui devrait commencer d'ici la fin de l'année. Des travaux de grande envergure pour rendre sa superbe à la statue de Notre-Dame de la Garde à Marseille, aux Anges du Campanile et aux autres espaces de la basilique. Après plus de 3 mois d'appel aux dons, aux mécènes comme au grand public, le tiers du budget est donc déjà financé. Une nouveauté d'ailleurs qui s'affiche sur les colorbus dans la cité phocéenne depuis quelques jours. Les micro-dons de 5 € sont désormais possibles par SMS. Il suffit pour ça d'envoyer don au 92 013 pour l'opération Je soutiens la Bonne Mère à votre bon cœur. Souvenez-vous, au printemps dernier, Martigues, l'église de Jonquière, retrouvait son joyau. L'Annonciation de Pierre Bainville était parti retrouver sa jeunesse à Marseille, au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine. Eh bien, sur le gigantesque tableau de 20 mètres carrés, venait de regagner l'église Saint-Genest à Jonquière. On vous invite, dans le cadre de nos rediffs de l'été, à revoir ce très beau reportage signé Sarah Le Guen. L'huile sur toile datant du XVIIe siècle représente une scène d'annonciation dans un style baroque. 300 ans après sa création, cette œuvre démesurée de Pierre Bainville s'est revêtue de couleurs. Un travail qui a duré 16 mois sous les mains expertes de Sylvie d'Auvergne et de son groupement de restaurateurs dans le respect du travail de l'artiste. On part à la quête de ce qu'a pu être l'intention première du peintre. Parfois c'est très difficile, on n'arrive plus à la retrouver tellement ça a été remanié. On mène beaucoup d'enquêtes visuelles, chimiques pour mieux comprendre ce que c'est qu'une œuvre, cette œuvre en particulier. Et donc on est là vraiment pour conserver, stabiliser et bien sûr redonner une visibilité de l'œuvre si elle a été perdue, mais on se garde bien de toute interprétation. Et mercredi dernier, elle vérifiait la bonne installation du tableau. S'il était conçu à l'origine pour le chœur de l'église, il restera encore en retrait à côté de sa place de départ. Son retour est un moment important pour la ville dont le patrimoine du XVIIe siècle représente l'âge d'or de Martigues, mais qui annonce aussi un bel avenir pour l'église.
L'idée, c'est de continuer la restauration de l'église qui a déjà été restaurée pour ses façades dans les dernières années et d'avoir une inscription ou un classement au titre des monuments historiques, donc une protection, ce qui permet de continuer à restaurer, de continuer à valoriser cet édifice et puis aussi d'avoir évidemment des aides de la DRAC qui sont toujours précieuses pour prendre soin des bâtiments. Et le premier retour de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, a été positif, de quoi mettre encore une fois en valeur le riche patrimoine culturel et artistique de la ville et peut-être, qui sait, attirer de nouveaux artistes. Interview à retrouver en intégralité sur notre site maritima.fr. Après cette belle respiration, on passe au sport et au football. L'OM accueille un nouveau joueur. Un de plus, il s'appelle Jonathan Rowe. C'est un attaquant de 21 ans qui évolue en 2e division anglaise au poste d'ailier gauche. Son contrat devrait être un prêt avec option d'achat pour 16 millions d'euros. Après validation, bien sûr, de sa visite médicale en vue d'une titularisation pour la prochaine rencontre dimanche soir au Vélodrome face à Reims, à suivre dans le bar des supporters en 2e partie de programme. On reviendra sur son cas et puis n'hésitez pas à aller sur notre site maritima.fr pour actualiser toutes les données. Autre match à retenir en Ligue 2, cette fois le FCM qui se déplace à Annecy demain pour la 2e journée de championnat. Coup d'envoi à 20h à suivre en direct sur Radio Maritima. Et puis, le journal se termine avec une expo, le MUSEM, qui accueille en ce moment Paradis Naturiste. On vous l'avait présenté il y a quelque temps. Eh bien, on y revient à partir d'une visite totalement en phase qui s'est tenue il y a quelques jours, complètement nue. Une session toute particulière qui était réservée aux visiteurs dans leur plus simple appareil. Une démarche artistique, mais également une occasion d'enlever les tabous autour du naturisme. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché. Éric Stéphanu, vice-président de l'association naturiste phocéen, nous raconte au micro de Cassandra Moreau. On est toujours très surpris, mais la moitié des gens qui viennent visiter cette expo en tenue naturiste, nue, ne sont pas naturistes. Et la moitié sont des jeunes de moins de 30 ans. Donc c'est vraiment pour eux l'occasion, comme un petit défi, de dire, allez, on va tester la nudité sociale. Et vous voyez là, on a eu des petits jeunes là qui sont venus et qui sont très intéressés pour essayer justement la rando nue, etc. En fait, il y a une tendance dans la société à sexualiser la nudité, à sexualiser les corps nus. Et nous, on est un refuge à ça. C'est-à-dire que justement, nous, on dit que la nudité n'est pas, la sexualité n'a pas le monopole de la nudité. Et notamment, ce que nous disent les femmes, c'est oh là là, je suis venu par défi, j'avais des craintes. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on s'habitue à la nudité. Finalement, j'ai pas été regardé, j'ai pas été dévisagé, les gens sont respectueux. Et c'est ça qui est vraiment important dans le naturisme, c'est le respect. De quoi se sentir plus léger pour visiter. D'autres sessions non textiles, comme on dit, sont au programme le 3 septembre et 11 octobre en soirée. Vous pouvez pour ça contacter l'Union régionale des naturistes pour vous inscrire. Et pour vos sorties ce soir, peut-être la petite laine de rigueur, cap sur Vitrolles pour les Nuits du Rocher, édition 2024, concert gratuit du quartet jazz Scratchophone Orchestra. C'est à 21h au Théâtre de Verdure, dans le centre ancien. Et puis demain, vous aurez le concert de Joseph Kamel. Et puis samedi, le tribute de Céline Dion. Et puis à ne pas manquer, même à manquer sous aucun prétexte, on va le dire, la DER des Jeudis étoilés à Istres. Après la frustration générée par l'annulation du feu d'artifice jeudi dernier pour cause d'orage, on va pouvoir en profiter ce soir. L'hommage aux grands sportifs depuis les années 70 se clôture en beauté de Serena Williams à Paris 2024. Restauration, jeux pour enfants, marché de créateurs et bien sûr DJ sont de la partie. Ça démarre à 19h sur les rives de l'étang de l'Olivier et c'est vraiment une très belle manifestation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec
avec nous pour la météo. On vous emmène au sémaphore à Port-de-Bouc juste après. Réouverture du théâtre ce lundi. Alors c'est le moment de se pencher activement sur le programme de cette toute nouvelle saison. Ça tombe bien avec notre chronique en scène. Très belle soirée à tous sur Maritima TV. Et puis on se dit à demain pour de nouvelles infos.